Donc, c'est ça, on ne veut pas vous faire un cours sur le transfert de connaissances, mais quand même, la naissance du clip veut pas s'inscrire dans le fait que, bon, vous savez, quand on a commencé à parler d'utiliser les connaissances de la recherche de manière un peu plus diffusée là, dans la société. D'abord, bon, on parlait d'utilisation des recherches, on parlait d'utilisation des connaissances. Bon, tranquillement, vers les années 60, on a commencé à évoluer bon, à cause des technologies parce que, vous savez, ici, je me souviens, on donnait souvent l'exemple de l'étude des années 50 où la première étude qui montre que le tabac est vraiment dangereux pour l'être humain, c'est une population de médecins. C'était eux qui étaient la population, c'est sur eux qui avait été fait l'étude. Et ça, c'est dans les années 50. On sait que ça a une incidence sur le cancer du poumon. Et avant qu'on commence à en parler, on en parle tranquillement dans les années 80. Mais aujourd'hui, avec la technologie et les moyens de communication, ça arrêtait on fait le pari que ça arrêtait probablement beaucoup plus vite malgré le lobby là, des pétrolières, ouais, non, des producteurs de tabac. Et là, dans les années 90-2010, on a commencé à étudier des modèles top-down, ensuite bottom-up. Et moi, j'ai rencontré cet été celle qui a fondé le CLIP, parce que le CLIP a 17 ans, presque 18. Et c'est Mireille Mathieu, qui est un professeur connu maintenant, qui est à la retraite à l'Université de Montréal. Et le CLIP a été fondé en 2000, mais son idée a démarré en 1989. Où elle se disait, il y a plein de connaissances dans le secteur social et qui sont pas connues. Les chercheurs ont fait de la recherche, ont fait des publications, ça se rend pas alors que c'est des données qui seraient super utiles au terrain. Et elle a l'idée parmi d'autres centres de transfert qui se développent au Québec, dont le CEFRIO, là, qu'on connaît, puis qui est un de nos petits frères avec le TIES. Alors, elle a l'idée de ça, ça démarre en 2000 et à ce moment-là, on est quand même encore beaucoup dans un modèle, puis peut-être que, oui, on est encore dans un modèle où, on caricature, là, on dit c'est le modèle entre le chercheur et le CIUS, là, où le chercheur fait une recherche, on fait un lien avec le CIUS, on va créer un guide pour que les connaissances soient utilisées. Alors, on était encore beaucoup dans ce modèle-là et tranquillement, le CLIP a évolué. Avec la société, je crois, pour aujourd'hui, on utilise davantage l'idée de la co-construction. C'est-à-dire que au-delà, on n'est plus du tout dans un modèle de 1 à 1 ou de 1 ou avec 2-3 partenaires. On est vraiment dans un modèle où c'est... Oui, exactement. C'est un modèle d'écosystème, merci. Où on n'est plus ni dans une approche bottom-up, ni dans une approche top-down, mais vraiment dans une approche intégrée de co-construction, une approche exchange, parfois qu'on voit aussi là, les définitions, je vais les laisser aux chercheurs, mais cette approche-là de co-construction, moi, ça m'intéresse quand même si on vous présente, ça m'intéresse de savoir, est-ce que ça vous parle à Comme Santé? Vous êtes probable, est-ce que c'est... Oui, hein? Les suivants, oui. Je prends juste, par exemple, le projet de soutien social en ligne avec 3 organisations, c'est de la co-construction de A à Z. Puis il y en a que ça a été très, très vite. On finit dans un an, puis il y en a que ça commence. Mais tu sais, c'est ça qu'on a travaillé avec... on a travaillé avec 3 organisations, tout est co-construit. C'est ça, ça correspond vraiment beaucoup plus à la réalité d'aujourd'hui. C'est vraiment... C'est ce qu'on espère, là. Oui, avec les... Effectivement, on se le fait dire souvent. Oui. C'est peut-être maintenant tout le monde est impliqué. Après, qui a réellement un rôle et qui va réellement cadrer, il y a peut-être encore quand même cette distinction. Oui, c'est pour ça que vous avez besoin de nous. Donc, c'est ça, je vous disais, dans la dernière année, on a eu la réflexion sur l'évolution dont on est en train de vous parler, où on s'est dit, pour répondre, on a rencontré des gens dans notre écosystème, des gens de la recherche, du public, du privé, des gens communautaires, d'autres organismes qui nous ressemblaient, puis on voyait qu'il fallait vraiment qu'on quitte ce modèle de pont pour aller vers le modèle que nous, on appelle pour l'instant un hub, qui des fois agace parce que c'est un mot anglophone, mais bon, en français, des fois, on parle de carrefour, mais c'est un modèle vraiment où on ne fait plus le pont entre la recherche et le milieu, on branche
plein de gens différents, d'acteurs différents de l'écosystème pour justement qu'il y ait plusieurs partenaires, ça peut être plusieurs partenaires du milieu, plusieurs chercheurs, des gens du secteur municipal, public, privé. Et c'est un modèle, puis je pense que j'ai envie peut-être d'insister un petit peu là-dessus. Le modèle des autistes, puis c'est pas pour faire de la vente, là, mais c'est rien du tout. Là, mais c'est quand même intéressant de savoir qu'on est à peu près, c'est un modèle unique au Québec. Hein. Le modèle des organismes de liaison qu'on appelait autrefois là, des autistes, c'est ça, les liaisons de transfert en innovation sociale. Ils ne savent plus comment trop nous appeler. Ils nous appellent des intermédiaires en innovation sociale. Le TIES, le CEFRIO que beaucoup connaissent, qui est en numérique, vous le connaissez, et le CETREC qui est en réussite éducative, je ne sais pas si vous le connaissez, c'est le 4e. Là. Et ça c'est vraiment la volonté du ministère qui les finance, c'est vraiment de faire de la place à la science dans la prise de décision et dans les pratiques dans les milieux qui sont non académiques. Ça, c'est un modèle qui inspire plusieurs autres pays dans le monde. Et puis là, voilà, est-ce que c'est le... Oui? Non, vas-y. Non, mais c'est plus... on est là, mais est-ce que ça change vraiment? Parce que où je suis quand même, une fois qu'on a fait toute la recherche, les prises de décision, c'est loin d'être basé juste sur les connaissances scientifiques. Il y a beaucoup d'intuitifs, il y a beaucoup de spontanéité. Et bon, on a beaucoup tout co-construit, ça, à un moment donné, tu te dis, ben voyons comment ça se fait qu'ils ont fait ça comme décision, puis là, c'est arrivé. Même après. J'ai eu le pif de, tu sais, tu dis. Ouais. Fait que oui, le ministère a beau. En termes d'aspiration, c'est une belle aspiration. Ouais. J'aime pas plus loin. Mais c'est vrai, puis quand tout à l'heure, c'est pas nécessairement facile une fois que ça se passe, c'est sûr. Nous, on est des optimistes. On a l'espoir qu'à force de mettre les gens en lien, notamment avec la science, ça aura vraiment de l'impact, parce que la science a réellement de l'impact sur les enjeux sociaux, puis la complexification des enjeux sociaux. Alors, on est plus vous voyez, là, on essaie de l'illustrer. On n'est pas graphistes toutes les trois, mais ça, c'est notre façon de l'illustrer pour l'instant. Les partenaires qui se sont ajoutés, qui n'étaient pas là nécessairement. Le clip parlait pas beaucoup avec des gestionnaires, des décideurs, les innovateurs, parfois qu'on appelle aussi des influenceurs sociaux. Donc, on essaie, puis on vous en reparlera un peu plus loin, mais tout le milieu de la philanthropie, on n'était pas très proche non plus, alors que on en a... Ben oui, on en a besoin, autant la science que les communautaires. Moi, j'aimerais ça quand même vous entendre. Où est-ce que vous voyez la science? Est-ce que vous voyez... Je comprends que vous êtes en co-construction maintenant, puis je suis contente de savoir qu'on n'est pas à côté de la plaque. Est-ce que vous voyez en amont, vous voyez-vous tout le long? Y a-t-il un moment donné dans le processus où vous dites, OK, là, ça ne m'appartient plus, là, il est temps que... Où est-ce que vous voyez les scientifiques? Moi, je peux te répondre pour moi, surtout qu'en plus, je pense que ça peut être intéressant par rapport à ce que tu disais. Toi, comme on n'a pas du tout les mêmes approches, et ni même d'ailleurs les mêmes terrains, moi, à chaque fois, ce que j'ai eu, c'est des terrains où il y a des grands enjeux de confiance, où il y a eu des ruptures de liens forts. Typiquement, le dernier que j'ai fait, c'était sur Fukushima. Donc, tu as tout un tas d'experts qui disent que c'est bon, la centrale, elle va tenir, et ça ne tient pas. Et ensuite, ces experts viennent pour gérer la crise. En gros, quand tu viens de montrer que tu mettais la population entière dans une situation pareille, la crédibilité, elle est quand même un peu entamée. Et du coup, c'est une... mais moi, c'est ça qui me passionne, c'est parce que je pense que c'est une autre manière derrière de voir la science, en disant on ne peut plus arriver avec des données probantes, parce que les données probantes, c'est ce qui aboutit à la situation dans laquelle on est. Et ça prouve que les données probantes, c'est jamais suffisant, et que tu vois juste certains trucs, et que c'est des réductions tellement grandes que tu zappes tout un tas d'autres éléments. Et ça oblige à repenser le rôle du chercheur. Là, en l'occurrence, moi, ce que je trouve à chaque fois fascinant, c'est que finalement, tu t'es plus du tout expert, mais tu dois venir en disant j'ai toute une base de connaissances que pourquoi pas je vais aller chercher après, mais d'abord c'est vous qui me parlez, vous me dites quels sont vos problèmes, et ensuite moi, une fois que vous m'avez problématisé tout, je vais essayer d'aller voir dans mes bagages ce que je peux essayer de vous donner, sachant que des fois je ne vais pas pouvoir vous répondre. Et typiquement, la question qui était posée systématiquement aux personnes, c'était est-ce que vous viendriez avec vos enfants quand on vous invite dans le village pour venir nous aider ? Et en fait, tout l'enjeu, il était là. Après, la personne, elle pouvait être experte reconnue internationalement. Si elle venait pas avec ses enfants, il ne l'écoutait pas. Crédibilité. Ouais.
Et donc, tu vois, vraiment, ce qui m'intéresse dans l'idée qu'il y ait une possibilité de transfert de connaissances, c'est tout ce construit extrêmement complexe, social, technique, scientifique, qui accompagne tout le discours scientifique et qui, à mon avis, est déterminant dans le fait que derrière, il soit reconnu. Donc, du coup, on a deux casquettes, on crée de la science, mais celle-là, elle va servir à rien tant que tu n'as pas aussi toutes ces autres dimensions-là qui sont remplies pour arriver à être reconnues en société. Et encore une fois, après ça, c'est parce que moi, c'est des situations où il y a des crises de confiance. Quand tu es dans des situations où les gens se reconnaissent les uns les autres, c'est nécessairement beaucoup plus simple. En fait, on est comme content de vous entendre parce que c'est ce qu'on a l'impression. Là, on travaille les catholicistes ensemble pour justement proposer un modèle de co-construction. Puis à jaser avec des gens, avec vous, à vous rencontrer, on a vraiment l'impression que c'est là qu'on est présentement, puis que même, on n'ira pas jusqu'à parler de données probantes peut-être, mais que c'est ça aussi qui est efficace. C'est qu'on peut démontrer scientifiquement que c'est efficace comme méthode, la co-construction. Mais en fait, on se dénature pas. Le clip a toujours été en lien avec toutes sortes de types de partenaires. Je pense qu'on l'articule différemment, puis il y a des nouvelles pratiques aussi qu'on développe, mais dans la transformation, on s'est pas mis à, comme dit Julie, des fois, on s'est pas mis à vendre des pâquerettes. Là. Le clip a une expertise depuis une vingtaine d'années, mais notre approche vraiment se base sur la validation scientifique. C'est important, peu importe que le projet vienne d'un chercheur ou qu'il vienne du terrain ou qui vienne à la demande d'un partenaire. Ça va toujours être très implicite qu'il est important quand même qu'il y ait une validation scientifique et qu'on se... Oui, vas-y. Oui, qu'est-ce que tu entends du coup par validation scientifique? Dans la mesure du possible, les données qui vont... si on est capable, on va avoir au moins un chercheur dans le projet. Sinon, on a une direction scientifique. Notre directeur scientifique, c'est Christian Dagenet qui dirige le groupe Renard en transfert de connaissances à l'Université de Montréal. Donc, si jamais il n'y a pas de chercheur dans le projet, on va s'assurer de faire, on fera peut-être pas une thèse de doctorat, mais on va essayer de faire une recension des écrits, comme tu dis. Puis d'ailleurs, c'est un des exemples qu'on va vous montrer, c'est ça. Parce que, puis c'est drôle parce que Christian nous en parlait hier en rencontre, mais on le sait, on le vit. Ça arrive que, je sais pas moi, le CIUS de Chaudière-Appalaches a fait un projet, ça a super bien marché, puis là après ça, là, on va tous se remettre à tweeter ça, à mettre ça sur Facebook, puis là à dire, là, hey, ça a marché, Chaudière-Appalaches, let's go, on fait ça à travers le Québec. Ben ça, c'est pas de la validation scientifique. Ça se peut que ça ait fonctionné, ça se peut qu'éventuellement un jour, à partir de ce cas-là, on ait un modèle généralisable, mais il faut quand même s'assurer que on essaie de pas dire de niaiserie. Vous disiez... Mais la difficulté, je trouve que c'est comme... Je sais pas pourquoi je pense à ça, là, mais tu sais, il y a des années, on disait le beurre, c'est bon, après ça, c'est la marguerite. C'est la même affaire que la validation scientifique, c'est-à-dire que... Oui. On a un regard qui fait que, oups, c'est bien bon, mais 3 ans plus tard, oh mon Dieu, les gaffes qu'on a faites. Mais tu sais, non, hein? Ça aussi. Il faut être humble quand on fait de la recherche, quand même. Aujourd'hui, tu t'es levé ce matin parce que tu as parlé aujourd'hui avec Sylvie Louise ou que tu as parlé avec Alexandre ou que quand tu vas te coucher ce soir, tu ne seras pas exactement la même personne que tu étais ce matin. C'est sûr qu'on est toujours... puis tantôt, tu disais, on a toujours le goût de rajouter quelque chose, mais nous autres, on est pareil. Quand on est en train de refaire notre modèle, à tous les jours, on ajouterait quelque chose, puis on a su quelque chose. Tu as lu quelque chose. T'as-tu vu ça aujourd'hui? T'as-tu lu un tel, il a publié ça? C'est sûr, on finirait jamais. Quand vous ferez votre thèse de doctorat, vous saurez qu'à un moment donné, il faut arrêter de lire de la littérature, il faut s'arrêter. C'est sûr. Mais dans la mesure du possible, au moment où on est tous ensemble, on essaie d'être le plus à jour possible en travaillant avec notre réseau. Puis, oui, vas-y. Alexandre, tu as une question. Non, mais c'est exactement ça. Là, ouais. C'est certain que ce qu'on sait aujourd'hui, c'est pas... Puis même aujourd'hui, il y a plein de gens qui vont dire ça, c'est santé. Tu le sais, hein? Ça, c'est santé, ça, c'est pas santé. Ça, on ne mange pas ça. Quelqu'un va dire, des sandwichs, pas bon pour la santé, mange des croissants tous les jours. Tu sais, bon, ben... Mais justement, c'est cette... En écoutant ce que tu dis, et moi, sur quoi je me retrouve confronté, je trouve qu'en venant d'horizons, de terrain et de projets de recherche vraiment très très différents, et il me semble qu'il y a quand même quelque chose qui ressort là, du coup, qui est fondamental, justement, quand on décide d'une approche, c'est que quand on dit science, on pense toujours données probantes, et c'est quand même une certaine conception
qui Ouais. part Puis du en sciences principe sociales, que c'est plus difficile. plus ou moins facile d'accéder à la vérité, mais qu'on peut le faire. C'est pas toujours simple, mais et tout ce que tu évoques, c'est que des trucs où on manque d'humilité parce qu'on croit qu'on a la vérité, jusqu'à ce qu'on nous démontre que c'était falsifiable, etc. Et il me semble que tout le courant de la complexité qui a accompagné les sciences sociales dans le XXe siècle, c'est même pas de dire comment on est autrement probant, c'est carrément dire on peut aussi penser autrement l'apport de la science, et notamment quand même il y a beaucoup, il me semble qu'en sciences sociales, un des grands intérêts c'est la possibilité de problématiser, ce que demande de problématiser un médecin ou un physicien, il ne se problématise pas, il n'y a pas besoin de problématiser. Or, problématiser, c'est voir autrement les choses, c'est justement... Et donc, du coup, il n'y a plus du tout de... C'est plus des bonnes pratiques, mais ça va être à la place, et j'ai l'impression que tout ce qu'on me dit, c'est comment on peut les accompagner, comment on peut les aider à penser autrement, etc. Typiquement, la problématisation, normalement, ça te sert à penser autrement. Et peut-être que ça, c'est plus pérenne, justement, que ces données qui le café, c'est bon ou c'est pas bon. Alors, pendant 5 ans, ça va être bon, puis ça va re-être pas bon, et puis ça va re-être bon, etc. Et plutôt de dire, mais en fait... Dans chaque contexte, vous avez peut-être des processus de réflexion qui vous permettent de vous positionner face à un enfant en difficulté dans une garderie, face à l'impossibilité de mettre des programmes ambitieux d'éducation à l'alimentation, parce que j'ai une place dans du secondaire parce qu'il n'y a pas la place, il n'y a pas le temps, il n'y a pas les moyens, etc. Et de se dire, mais du coup, comment j'applique par rapport à mon contexte particulier, non pas des choses qui ont été faites ailleurs et dont on sait que de toute façon ça ne peut pas être repris tel quel, non, pas dans mais plutôt de me dire, je sais qu'il y a un ensemble de critères qu'il faut que je prenne en compte et que je vais systématiquement réfléchir, interroger par rapport à mon cas. Et il me semble que là, on donne des espèces de méthodes de travail organisées qui, elles, peuvent être plus pérennes. Enfin, en tout cas, moi, c'est comme ça, du coup, je conçois mon intervention. En disant, mais, alors, il y a beaucoup de gens en marketing ou en communication, alors ils veulent un plan de com, et puis ça ne marchera pas parce que là tu es en train de réfléchir qu'il y a un message à transmettre à des gens qui vont bien vouloir écouter ton message, mais vu la relation, ça sert à rien, les gens ne veulent pas t'écouter, donc tu vas déjà essayer de comprendre à qui tu t'adresses, par quelle voie tu peux essayer de refaire un pont justement pour ensuite, pourquoi pas, reconstruire un monde commun, etc. Et c'est des démarches, quand tu commences par poser ça, finalement ça va vite parce que tu perds pas de temps si jamais tout va bien, parce que tu te poses la question, est-ce que je suis en confiance avec l'autre personne, est-ce qu'il me reconnaît? Oui, bon très bien, je passe tout de suite à la phase suivante, donc c'est pas nécessairement très long, mais il me semble qu'en tout cas les chercheurs en sciences sociales, on a beaucoup cet apport-là, je pense. Puis je pense, il y a un peu dans le bout tantôt, Lise, quand tu disais, à un moment donné, quand est-ce que j'arrête, quand est-ce que je me retire, qui me dit j'arrête, là, c'est plus moi, j'ai fait mon bout, il faut qu'il se l'approprie, j'ai un autre type de transfert à faire. Mais c'est un peu ça aussi quand on se dit, dans notre modèle, on veut construire des solutions positives durables. Puis là, on se disait... Oui. Non, OK, mais attends. Là, on s'assoit. C'est vrai, j'ai dit que j'essayais de pas dire de niaiserie. On s'assoit puis on se dit, OK, mais durable, en même temps, il n'y a pas une solution qui va être... Elle peut être bonne, là, un précis dans le temps. Là, c'est un peu plus qu'un exploit olympique, là, mais disons que, comparons-le à un exploit olympique, là, aux 7 journées-là, tu as sauté tes bosses parfaitement, tous les juges t'ont donné 10 puis tu as gagné, mais ça aurait pu t'éternuer à un moment donné puis c'est pas toi qui l'aurais. Bon. Donc, il y a une solution qui est positive au moment où on l'a co-construite, en interdisciplinarité, neutralité, on fait... Mais si le petit bout où on laisse... Oui, mais si le petit bout où on l'a co-construit, puis que chacun a appris un peu des réflexes de la science, un peu des réflexes de l'administration publique, un peu des réflexes du communautaire, un peu des réflexes du transfert de connaissances, bien, on espère, on fait le pari qu'à un moment donné, si ça, on le réussit bien, quand on va s'en aller, la solution elle va être positive et durable parce que les gens vont les garder, ces réflexes-là, de se dire « Ah, oups, là, j'ai l'impression que je suis en déséquilibre, je vais parler avec mon chercheur. » Ou je vais appeler l'administration publique. Il y aura peut-être c'est comme une autre façon de le penser. On espère que ça, c'est un peu ce qu'on appelle l'approche par la contagion. Que, vous savez, vous l'avez déjà vécu, là, on arrive dans une organisation, puis là, on dit « Ah, voici ce qu'on peut faire pour vous. » Puis là, les gestionnaires nous regardent, puis « Tu vas pas me faire travailler avec un chercheur. J'ai ça, travailler avec des chercheurs. » Puis là, ça se peut que vous asseyez, vous dites «
tu vas pas me faire travailler avec un fonctionnaire, j'ai ça, travailler avec des fonctionnaires. Là, je caricature, mais ça arrive pareil. Mais en travaillant en co-construction, le fonctionnaire, il apprend à travailler avec le chercheur. Celui qui est en communautaire voit moins le fonctionnaire comme menaçant parce qu'il a appris un peu à parler son langage. Puis la plupart des gens sont de bonne volonté. Là. Bon, je dis pas qu'il n'y a pas d'écueil, là, mais on fait le pari que ce type d'approche-là, puis là, jusqu'à maintenant, notre expérience, c'est que ce type d'approche-là, quand même, il y a plus de... Moi, j'utilise le mot appropriation, je ne sais pas si c'est la bonne définition, mais il y a plus d'appropriation des milieux. Puis quand on dit, nous, qu'on pense qu'on contribue à solidifier l'écosystème, des fois, on aide à faire des liens aussi entre des milieux qui ne se parlaient pas beaucoup ou alors que le lien était plus ténu. Mais juste ça, de renforcer ton réseau, ton écosystème, il y a déjà plus de probabilité que quand le challenge va changer ou que le contexte va changer puis que la solution va marcher pour un puis pas pour l'autre, mais les réflexes vont être un peu différents. Ils devraient être formés à l'école, en partie. Ces gens-là qui sont... non, mais on devrait tous apprendre un peu qu'est-ce qui se passe dans la tête de l'autre. La recherche, elle devrait, je ne sais pas, même si ça va en comptabilité, elle devrait avoir un minimum de réflexion. Je trouve que c'est la réflexion, c'est un peu être réflexif, c'est ça qu'on a parlé, parce que si j'étais réflexif, je me questionnerais sur ma pratique, je serais intéressé que quelqu'un vienne réfléchir avec moi. C'est ça. Ça, on ne l'apprend pas. C'est drôle parce que la semaine dernière, on s'est assis avec la faculté d'éducation permanente de l'Université de Montréal. Ils travaillent, quand ils construisent des programmes, de plus en plus, ils travaillent en co-construction. En parlant avec eux, là, ils se rendent compte, on a commencé à faire ça nous aussi, on travaille en co-construction, puis quand on fait un programme, on ne se met pas tous ensemble en se disant « Ah, les intervenants dans les CLSC ont besoin de tel truc, on l'écrit ensemble, puis on leur propose ça. » Il y a des gens, ils n'ont pas de chercheurs à la faculté, ou à peu près pas, c'est une faculté sans recherche, mais ils vont chercher des chercheurs, ils vont parler avec des gens qui travaillent sur le terrain, puis là, ils construisent, puis de plus en plus, c'est la faculté qui a le plus d'augmentation d'inscription, donc ils répondent à des besoins. Puis là, on se disait, mais on veut faire un projet où on va, avec eux, construire des contenus de formation, puis construire aussi des pratiques potentielles dans les organisations. Et si ce qu'on fait en co-construction avec les chercheurs, mais ça se fait aussi, on va commencer par l'éducation permanente, puis après, on ira dans l'éducation, mais effectivement, il faut qu'on l'apprenne bien quelque part. Là. Puis si on ne l'a pas appris quand on était petit, apprenons-le quand on a 36 ans ou 48. Les avantages pour ce qu'on pense, ce qu'on espère qui est un avantage pour les chercheurs, c'est ça, outre la valorisation, puis je ne parle pas de la valorisation des connaissances, mais la valorisation de la recherche, parce que ça aussi, ces années-ci, on en parlait tantôt, là, il y a du scepticisme facile par rapport aux données de recherche. Puis c'est sûr qu'en même temps, on se dit, ouais, mais nos données sont bonnes aujourd'hui. Puis encore, la donnée qui a été publiée là, ils se contredisent. Bon, mais quand même, il y a la crédibilité du processus qu'on appelle transfert de connaissances, mais qu'on appelle co-construction. Quand on est dans une équipe puis qu'on fait partie du processus de recherche, qu'on est là en amont puis qu'on est là tout le long, mais il y a quand même une certaine crédibilité au processus lui-même parce qu'on n'a rien gagné. Nous, on ne va rien publier puis c'est pas nos pratiques qui vont changer non plus. Fait qu'on pense que c'est un avantage. Là, on a un petit bémol, mais c'est parce que c'est en démarrage, mais quand même, on s'en va là. Recherche de partenariat, de financement. Oui, il y a de la recherche, il y a du financement de la recherche. Des fois, il y a des financements de programmes aussi. Mais ça, c'est quelque chose qui est vraiment difficile. Nous, en tout cas, on se rend compte chez beaucoup de nos partenaires que même des étudiants, mais là, je trouve que la FRQ, il y a vraiment des belles initiatives ces temps-ci, mais financer des projets, c'est pas évident. Hein? On court après l'argent toute notre vie. Fait que là, de plus en plus, on va s'en aller vers ça, aider aussi les gens à trouver du financement. Là, on est en train d'établir une stratégie pour quand les gens vont venir vers nous, qu'on aide aussi à trouver le financement autant pour de la recherche que pour des projets. L'espace neutre d'expérimentation, parce qu'on est partiellement financé par le public, dans le fond, on peut se permettre de temps en temps de dire, regarde, le projet coûtait 25 000, tu as 19 000, parfait, on va le faire pareil, puis le 6 000, c'est nous. Puis
puisque c'est un espace public, un peu quand même si on n'est pas un organisme, on est un OBNL, il y a, on a comme droit à l'erreur. On peut faire des expériences puis se dire, ben oui, ça se peut qu'on se soit planté, mais même si on s'est planté, on aura sûrement appris quelque chose. Mais ça permet ça, le fait d'être un... Je ne sais pas si tu es d'accord avec moi. J'allais dire Élise, mais c'est... Ouais. Oui, Cara. Je ne sais pas si tu es d'accord que les autistes, on est quand même un espace où on peut se permettre d'essayer puis d'ajuster. Puis on n'est pas dans la... On est dans la vraie vie, mais c'est pas un gestionnaire qui essaye quelque chose de nouveau dans son organisation, puis s'il se plante, tout le monde donne sa démission. Là. Donc, c'est ça, c'est un des avantages qu'on pense qu'on a aussi qui peut être intéressant, l'espace là d'expérimentation. On a quand oui. même un paradigme. Hein? Oui, vas-y. Je t'écoute. Un paradigme. C'est un questionnement qui n'a rien à voir avec vous. Dans le fond, tantôt, quand tu disais Chaudière-Appalaches a trouvé quelque chose d'intéressant, puis il y a une expérience positive, puis il a le goût que tout le monde se l'attrape pour le faire le dessiner à travers la province de Québec. Puis là, quelqu'un dit hey, il n'y a pas eu de la recherche là-dessus. C'est comme si on donnait une primauté à la recherche, quand dans le fond, il y a une expérientielle qui, à mon avis, peut être aussi valable, puis valable pour Chaudière-Appalaches, puis peut-être ailleurs ils vont se péter à la roulette, mais je sais pas trop, je t'écoutais tantôt, puis je me disais, moi, toute la littérature qu'on lit, là, on est en train de faire quelque chose pour Sainte-Justine, mais la littérature est américaine. Fait que je dis ça, puis moi, je me dis, coudonc, le système américain, c'est pas notre système, puis les autres sont là, ça c'est probable, ça c'est probable. Fait que j'aimerais mieux avoir qu'est-ce qui se passe ailleurs, même si je risque de me péter plus la marboulette, mais ça s'est fait à, je sais pas, à l'Enfant Jésus à Québec, passer de l'expérimenter à Sainte-Justine, parce que c'est quand même un contexte. De sorte que je trouve que la prémisse de base que vous dites, c'est, puis je suis contente, j'en fais partie, je suis un chercheur, mais pour moi, il n'y a peut-être pas juste la recherche nécessaire pour être un projet soit valable. Oui, mais c'est... Vas-y, tu as justement dit la même chose. Je pense que justement, c'est ça qu'on est en train de dire, c'est qu'on ne parle pas nécessairement du fait que ça soit seulement la recherche scientifique qui prime. Au contraire, on est dans un modèle où on prend en considération aussi ce qui émerge du milieu. C'est sûr qu'après, quand on parle de validation scientifique et tout, il faut que ça soit appuyé par ce qui est le plus à jour en termes de connaissances du point de vue de la science, mais on est aussi dans un contexte où des projets, des idées, des trucs qu'on va co-construire peuvent émerger du milieu aussi, et c'est tout aussi valable de notre point de vue. Donc oui, il faut faire attention. Là, c'est sûr que tu dis, si je mets des nouvelles pratiques dans le CIUS de l'Estrie plutôt que celui de Chaudière-Appalaches, mais je me serais peut-être pété la gueule. C'est sûr que c'est pas un médicament. Tu sais, si on se dit le médicament fonctionnait sur Sylvie-Louise, je vais l'essayer sur Lise, là, il y a moins d'impact avec des nouvelles pratiques, mais quand même, je pense, sinon, s'il n'y avait pas de science du tout, là, vous n'aurez plus de job, gang. Puis, on n'a plus besoin de vous. Et là, oui, vas-y. Ouais, vous continuez. Non. Mais parce que là, il me semble que, justement, dans ce que soulève Lise, il y a ce que vous disiez avant sur l'utilisation de ces données formantes, il me semble qu'il y a quand même vraiment deux choses entre est-ce qu'on reprend une étude pour ses résultats et on applique les résultats, ou est-ce qu'on reprend le processus et à partir de ce moment-là, on peut se l'approprier. C'est toujours une question de réappropriation réflexive. Je pense que et ça c'est un peu la pensée gestionnaire, et c'est là aussi je pense que la recherche peut-être peut aider justement en sciences sociales, parce que les sciences sociales ça se donne une dimension critique, pas juste descriptive, et pour le coup là, la sociologie de la gestion et d'à quel point ça détruit le monde, il y a vraiment de la littérature, quoi. Et de montrer comment ça empêche de réfléchir en disant il y a des mécanismes, ça vous amène à des espèces de vérités indiscutables qui fait que par exemple on parle de la science, c'est pas la science, c'est le processus qui nous a amené à dire ça, et là pourquoi pas, si on le reprend de manière critique, ce processus il peut nous servir. Et d'ailleurs c'est assez drôle parce que finalement en sociologie des professions, c'est quoi la personne qui est tout le temps analysée, parce que c'est le meilleur cas possible, c'est le médecin. Parce que le médecin, il est formé à penser qu'il a la science, c'est l'incarnation de la science. Et en fait, en ethnographie, on voit que le médecin, il passe son temps à se tromper. Il fait que de la démarche essayeur, exactement la même chose qu'un gamin qui sait marcher. C'est-à-dire qu'il applique telle médication, ça ne marche pas, il change la dose. Et tout l'espoir est de faire que, par rapport à tout son bagage de connaissances,
il arrive à trouver la bonne dose avant que la cérémonie reparte ou meure. Mais en fait, concrètement, il n'y a rien du tout de probant et il n'y a rien du tout de... Comme s'il y avait un diagnostic et donc des résultats derrière nécessaires. Et en fait, en sociologie des professions, on dit il y a diagnostic et il y a inférence. Et après, il y a résultat. Et c'est le mécanisme de la science, il y a de l'inférence aussi. Et l'inférence, c'est pas quelque chose de parfaitement vérité scientifique au sens objectiviste, etc. Et l'inférence, nous, à la rigueur, enfin, tu vois, j'aime bien plutôt me définir comme spécialiste de la réflexion sur l'inférence. Avec toutes les erreurs que ça amène, on se plante tout le temps, mais au moins on arrive à comprendre où on s'est planté dans l'inférence, et peut-être que du coup là on peut améliorer notre processus et non pas l'utilisation de trucs qui seraient des vérités jusqu'à ce qu'on nous dise qu'en fait c'est le contraire. Mais ça veut dire que dans votre espace d'expérimentation, vous pourriez faire des demandes poussées plus sur la description du processus. Parce que quand on lit la recherche scientifique, on ne trouve pas ça. On trouve, on a fait une intervention qui est écrite en 3 lignes. La méthode fait ça. Et puis là, ils donnent tout leur questionnaire, puis ils disent impact ou pas impact. Mais tout le processus, on rit, puis tu essaies de trouver, tu cherches partout, tu n'as rien de ça. Ça pourrait être intéressant comme essayer de même avoir une nouvelle revue qui publie que les processus. Ça serait le fun. Oui. Mais par rapport à votre exemple du médecin, je ne sais pas, mais je me demande si à quelque part, il n'y a pas une part de co-construction aussi, dans le sens où on dit que le médecin il va faire une prescription effectivement, mais le patient participe aussi à ce processus-là parce qu'il donne un peu son historique, il donne son environnement, ses conditions de vie, etc., qui peuvent être interprétées comme étant, à quelque sorte, faisant partie de son écosystème et qui vont à quelque part préciser aussi qui vont avoir une incidence sur la prescription qui va leur être faite. Ah bah c'est tout à fait ça. Il y a une étude qui est sortie, je vais mobiliser des données probantes quand ça m'arrange, mais il y a une étude qui est sortie récemment qui montrait que est-ce qu'il y a eu entretien avec le patient ou pas, voilà, et le taux d'erreur des diagnostics des médecins, à partir du moment où il y a un vrai entretien en face à face, c'est divisé par 3 ou par 4. Voilà, c'est vraiment ça l'essentiel, quoi, ce que dit le patient au médecin. Voilà. Donc c'est le terrain finalement, la personne. Oui, bien sûr. Ça décentre complètement le producteur de connaissances, ou celui qui a la maîtrise de la connaissance, c'est vraiment plus du tout ça. Mais de toute façon, on n'a pas la connaissance. Enfin, pour moi, un chercheur, c'est pas celui qui a la connaissance, c'est celui qui maîtrise un discours qui est réfutable. Mais du coup, c'est pas les résultats. C'est la rigueur, on est capable de démontrer comment on a construit nos résultats, pour qu'on puisse nous interroger sur comment on les a construits. Et si notre discours il vaut plus qu'une simple opinion, c'est parce qu'on l'a fait rigoureusement cette construction de résultats. Mais les résultats, c'est tellement... Et puis c'est toujours des réductions, donc j'ai un copain qui est physicien, il dit s'il y a plus de 3 déterminants, ça sert à rien d'essayer de trouver du déterminisme. Il y a l'émergent tellement, et c'est des phénomènes naturels. Donc imaginez le type de déterminisme dans des situations sociales. Le déterminant de la santé, il y en a 14. Par contre, on peut montrer comment on a analysé rigoureusement pour construire nos connaissances, et comme ça on l'améliore petit à petit. Enfin, en tout cas, moi, c'est comme ça que je pense. C'est pour ça qu'il faut évaluer nos processus. On veut s'en aller par là. On va présenter nos 2 études de cas. Je continuerai avec un cas pratique, un cas qui remonte quand même presque au début du clip. C'est intéressant, je trouve que c'est un exemple de solution positive, durable. C'est l'exemple de la grille d'évaluation du développement. Nous, on l'appelle le GED ou l'outil GED. C'est un besoin qui est né des intervenants et des gestionnaires en centre jeunesse. Ils cherchaient à avoir un outil pour évaluer le développement de l'enfant ou la compromission du développement de l'enfant. Puis ils cherchaient un outil qui se voulait accessible, facile à administrer, facile à utiliser avec un enfant, peu coûteux, puis qui avait des bonnes propriétés psychométriques. Ils ont donc cogné à la porte de chercheurs de l'Université de Montréal puis de l'UQAM, puis ils se sont mis ensemble, tout le monde, pour chercher l'outil parfait. Puis ils se sont rendus compte que cet outil-là n'existait pas. Donc, ils ont décidé de le créer eux-mêmes. C'est des chercheurs du laboratoire, le LEN. C'est quoi le LEN? C'est le laboratoire sur l'étude du nourrisson. Là, je pense que ça n'existe plus, là. Mais, pardon. Ils ont décidé de créer l'outil eux-mêmes.
Et donc, à partir des données issues de la recherche, ils ont mis dans une boîte tous les items qui pourraient servir à évaluer les enfants pour voir où en était leur développement. Mais ils se disaient, bon, avec notre boîte de carton, c'est pas comme ça qu'on va pouvoir le transmettre aux intervenants. Fait qu'ils sont venus cogner à la porte du CLIP pour voir qu'est-ce qu'on pourrait faire avec cette boîte-là. Finalement, ils avaient quand même ramassé beaucoup d'informations pour valider leur outil. Auprès de la validation, c'est fait auprès de 600 enfants. Donc, le CLIP a coordonné le projet, finalement, le projet de mise en œuvre d'une trousse. Le travail principal du CLIP, ça a été de jouer le rôle d'intermédiaire entre la recherche et le milieu de pratique pour créer la trousse. On a donc procédé à une normalisation de l'outil auprès de 1000 enfants pour s'assurer que les résultats, finalement, illustrent adéquatement le développement de l'enfant. Puis, on a travaillé très fort à l'adaptation des connaissances. Donc, à partir d'items qui étaient dans la boîte, on a créé une trousse, une mallette qui contient un guide d'utilisation pour les intervenants avec le descriptif et quoi faire avec les enfants pour les évaluer, puis tous les items pour mettre en pratique, pour que l'enfant mette en pratique les exercices demandés. Puis à la fin, il y a des grilles de cotation, on est capable de coter les résultats de l'enfant, puis tout de suite, ça nous donne un résultat sur un thermomètre pour savoir si l'enfant a peut-être, est-ce qu'on a des pistes pour penser que le développement de l'enfant serait compromis. Moi, je trouve que c'est un bel outil parce que les démarches ont été entamées en 1998. L'outil a été créé en 2005, puis encore aujourd'hui, on a de la demande beaucoup pour cet outil-là. Fait qu'on se rend compte que on voit sa pertinence, puis la valeur ajoutée pour les chercheurs dans ce cas-là. Oui, oui. Sans doute. Il y a beaucoup de milieux qui l'utilisent. Pourquoi c'est pas le Centre jeunesse qui a fait l'évaluation du guide? En fait, les centres jeunesse ont été impliqués dans toute la démarche. Encore aujourd'hui, les centres jeunesse l'utilisent. Ils sont obligés dans leur travail d'utiliser cet outil-là. Puis il y a même un chercheur qui a eu une subvention l'année dernière pour aller évaluer l'utilisation. Qu'est-ce que ça donne d'utiliser cet outil-là dans l'évaluation des enfants? Mais quand vous dites pourquoi... Mais j'aurais pensé que c'est le Centre jeunesse de Montréal qui aurait pris comme sous son aile la diffusion, l'évaluation... Ça, je ne sais pas pourquoi c'est pas eux qui l'ont fait. Ça remonte quand même à... Parce qu'il y avait une équipe de chercheurs au Centre jeunesse, je pense encore aujourd'hui. Bien, probablement qu'ils ont été impliqués là-dedans. Mais je sais que il y a 5 auteurs au GED, c'est 5 chercheurs en petite enfance. Mais les intervenants et les gestionnaires des centres jeunesse ont toujours été impliqués dans la démarche. Je ne sais pas pourquoi ils l'ont pas pris. Ça, c'est une bonne question. Puis on a aussi développé une formation qui accompagne, une formation à l'utilisation de l'outil. Elle n'est pas obligatoire, mais les gens la suivent puis la trouvent très pertinente. Fait qu'en gros, c'est un exemple, mais je peux peut-être répondre à vos questions de précision. Un petit détail, parce que tu parlais de thermomètre, qu'est-ce que c'est? C'est une espèce d'indicateur générique à la fin ou c'est... En fait, moi, ce que je trouve intéressant de cet outil-là, c'est que une fois qu'on a évalué un enfant, ça se fait simplement, ça se passe quand même, c'est pas long, je pense que c'est 15 minutes. À la suite de ça, il ne faut pas que ça soit compliqué d'aller chercher les résultats. Qu'est-ce que ça veut dire? Les activités que je viens de faire me donnent quoi comme résultat? Fait que tout a été construit pour qu'on puisse accorder des scores à chaque activité qui est réalisée pour donner un résultat total. Mais ce n'est pas un outil diagnostique, c'est un outil qui permet de détecter. Si l'enfant, le thermomètre a 3 couleurs, là, le bleu, le gris, le rouge, si l'enfant se retrouve dans le rouge, c'est probablement parce qu'il y a un problème. T'sais, dans le sens, les scores sont calculés pour être certain que l'enfant ne va pas échouer le test avec une seule question à laquelle il n'aurait pas bien réussi. Fait que je pense que c'est un outil qui est très fiable. Bien, il a été quand même validé auprès de beaucoup d'enfants et normalisé aussi. Donc, c'est ça, c'est que ça se fait... Le thermomètre, moi, je trouve que ça rend le processus très simple, finalement. C'est qu'on réalise les activités avec l'enfant, puis après ça, rapidement, je suis capable de savoir il se situe où. Puis là, je suis capable de dire, OK, là, on a peut-être une action à entreprendre pour faire une intervention plus tard. Est-ce qu'on évalue les effets pervers? C'est-à-dire que... Ah, toi, non, je suis quand tu avais parlé des cigarettes au 6e année, mais si mon thermomètre monte trop haut, je viens un peu de stigmatiser un enfant. Il disait, faut qu'on aille le suivre, puis là, ça peut l'étiqueter. Je sais pas si c'est des niaiseries qui me passent par la tête. Là, c'est ça. Je ne mets pas en question votre belle trousse, mais je vois ça dans les mains de traverseurs. Ça me fait... J'avais le mal, là, parce que je mets ça dans les mains des travailleurs sociaux. Ça devient un peu comme des recettes
C'est ça, c'est correct. Là, Mais moi, je vous en parle comme pendant 2 minutes, mais la théorie sur l'outil puis tout ça dit on utilise le GED si on a un doute, si on a un fort doute de penser que le développement est compromis. Fait qu'on ne fait pas passer cet outil-là à tous les enfants qu'on a devant nous. Il faut vraiment avoir un c'est doute. le travailleur social qui va le passer. Ou une éducatrice en CPE, par exemple, c'est pour évaluer le développement du langage, cognitivo-langagier, moteur, puis socio-affectif, voilà. Merci. Ben moi, je pense que le fait d'avoir impliqué les milieux, la trousse est donc maintenant bâtie pour qu'ils puissent l'utiliser en fonction de leur réalité. Les chercheurs avaient compris que pour évaluer le développement de l'enfant, on peut lui poser telle question avec un crayon, une balle, ci, ça, puis on va être en mesure de savoir où il se situe dans son développement. Maintenant, un intervenant peut pas, il y a besoin de quelque chose de concret. C'est dans ce sens-là, à mon avis, la valeur ajoutée, c'est que c'est des connaissances issues de la recherche, là, mais c'est pas une thèse de doctorat que je dois lire. Puis bon, comment je vais faire? Non, c'est un kit, là, facile, là, t'ouvres la mallette, OK, mon guide, j'ai un enfant devant moi, je calcule son âge précisément, voici les activités que je dois faire avec lui, puis voici ce que les scores que j'obtiendrai vont me dire. Ça, c'est la base. Oui, c'est ça. Puis, je pense qu'il est beaucoup apprécié parce qu'il y a des qualités psychométriques de cette envergure-là. Puis, c'est ça, ça fait 12 ans, puis on l'utilise encore, là. Ouais. Allez-vous le valider pour les ethnies? Il a été validé en anglais. Là, présentement, il est en Italie. Il est en Italie ouais. pour la traduction du guide pour éventuellement l'utiliser en Italie. On aimerait le valider d'abord auprès des enfants autochtones. Ouais. Puis après, on verra. Mais notre priorité, là, ça serait de trouver des sous pour qu'ils soient normaux. Ouais. Non, puis il a été normalisé, c'est ça, avec des critères assez précis. Là, il faut les lire, les critères dans l'étude de normalisation, parce que dès qu'on sort de ces critères-là, bien, ça se pourrait que les résultats soient peut-être moins valides. Là. Exact. Puis c'est sûr que si on trouve des sous, on va les valider aussi pour des... mais on veut commencer par les populations autochtones, là, parce que le besoin est vraiment là. Et en termes justement pour arriver à la couleur du thermomètre, c'est prévu de pouvoir faire des sortes de relations entre chacune des sous-parties du test ou pas Enfin, je sais, c'est parce que ça ressemble, a priori, il faut voir en détail, mais ça ressemble beaucoup au schéma de développement très piagétien, mais où du coup, on peut dire qu'à un âge donné, si on ne maîtrise pas tel type de chaîne cognitif, c'est problématique. Mais ça, c'est une vision, là pour le coup, c'est pas les gens qui ont changé, mais c'est les théories qui ont été falsifiées énormément. Ouais. Et puis aujourd'hui, on est plutôt à dire non, en fait, il y a un ensemble de compétences on parle même plus de chaîne, mais d'habiletés, de dispositions qu'on va développer. Seulement l'enfant choisit lesquelles, et en fait du coup il peut avoir énormément de retard sur certaines parce qu'il est énormément en avance sur d'autres, etc. Et du coup en fait, est-ce que c'est prévu pour dire c'est tellement vert là que le rouge ici est rattrapé, parce que c'est certainement peut-être aussi des choix en termes de développement qu'il fait et où on peut pas... Mais je suis pas la pro là, de ça, mais je pense que ça a été pensé en fonction de ça. Il y a 3 échelles. Ouais. Les 3 échelles ne sont pas mesurées ensemble, là. Puis il y a différentes dimensions pour chaque échelle, mais je pense que pour couler, il faut vraiment qu'il y ait un problème. Je pense que... c'est ça. Oui, c'est ça. Puis à la limite, il y a quand même la zone de gris qui est entre la zone où tout va bien puis la zone où ça va vraiment pas bien. Puis je pense que la formation est donnée dans ce sens-là. Le gris, c'est pour dire, oui, vous pouvez peut-être, en fonction du contexte de l'enfant, vous poser certaines questions puis penser que il se dirige peut-être pas vers le rouge nécessairement là, parce qu'il est dans le gris. Mais je pense qu'un enfant qui est dans le rouge à un niveau, c'est parce qu'il y a un problème. Là. Puis comme tu disais tantôt, c'est pas c'est pas tous les enfants. Non, c'est ça. Puis c'est pas tous les enfants qui vont tester. C'est quand il y a vraiment des gros doutes. Puis ça permet, entre autres, de voir, mais est-ce que c'est effectivement un retard ou en tout cas de développement ou un gros traumatisme. Autre chose, complètement. Puis là aussi, on écarte le fait que c'est avec le GED, on dit non, c'est pas une question de développement, mais qu'on a des gros doutes sur l'enfant, mais là, il y a quelque chose. On va consulter quand même. Puis... Ça peut être un gros traumatisme, ça peut être... Puis le rendu là, c'est plus nous. Non. Dans le fond, si je résume,
c'est un groupe de chercheurs qui avait, qui avait commencé à faire, à valider toutes sortes d'instruments. Vous avez mis ça en commun pour essayer d'unifier puis de voir qu'est-ce qui était le plus intéressant. Puis vous en avez fait une guide, c'est ça? En fait, c'est que le guide était déjà en partie fait. Je pense que le guide n'était pas fait, c'est au clip qu'on l'a réalisé. C'est qu'ils avaient l'intention de bâtir l'outil parce que l'outil qu'ils avaient besoin, il n'existait pas. Il en existe différents outils d'évaluation du développement, mais l'outil recherché avec les qualités souhaitées, il n'existait pas. Fait qu'ils se sont dit, nous, on voudrait le créer. Ils sont arrivés avec des items, puis leur validation scientifique. Fait que ça répondait au moins à ce critère-là. Maintenant, on cherchait à répondre aux autres critères, facile d'utilisation avec des enfants pour les intervenants, peu coûteux. Bon, comment on va faire tout ça? C'est comme ça. L'exemple suivant est vraiment récent. En fait, il a été lancé au mois d'octobre. On l'appelle « Quand le gamer rencontre le prof ». En fait, nous, on est un de nos partenaires, c'est la Fondation Jasmin Roy, qui est dans, vous connaissez probablement, là, qui lutte notamment contre l'intimidation. La violence. Oui, et la violence à l'école, mais l'intimidation maintenant dans tous les milieux, aussi dans les milieux de travail, bon, tout, puis ils font la promotion des comportements bienveillants. Ils partagent nos locaux de temps en temps, ils travaillent aussi avec des chercheurs. Et là, il y a 2 ans à peu près, là, c'est un petit peu avant que j'arrive, mais les filles, vous m'arrêtez, des études montrent qu'en Amérique du Nord, c'est un peu plus de 40% des jeunes, durant leur parcours primaire secondaire, qui vont être victimes d'intimidation. Là, on commence à se demander, mais comment ça se fait? Puis il y a toutes sortes de raisons. Les profs ne sont pas toujours outillés pour intervenir. Ils ne sont pas toujours non plus capables de repérer les situations d'intimidation. Qu'est-ce qui est de la taquinerie, qu'est-ce qui est de la moquerie, qu'est-ce qui est des insides entre eux autres que je t'appelle tout le temps le gros, puis c'est pas grave, mais que ça se peut que ça soit grave. Et donc, ben là, on se met à réfléchir, qu'est-ce qu'on fait? On se dit, ben il faut travailler pour outiller les besoins dans les écoles c'était les intervenants, les profs, comment faire pour les outiller pour avoir une autre manière de repérer, d'intervenir. Puis on se dit, OK, on veut que ce soit quelque chose qui soit valide scientifiquement. Il n'y avait pas de chercheur qui était associé. Il n'y a pas eu de chercheur qui a été associé à ce processus-là. Toute la vérification de la science était faite notamment à Jasmin Roy, les enfants, mais nous, notre direction scientifique aussi est allée faire une recension des écrits. On voulait impliquer les écoles. Il fallait que des intervenants nous aident à construire l'outil pour qu'il soit utile. La Fondation Jasmin Roy a dit, bien écoutez, nous, on va mettre des sous. On a rencontré notre ministère nous a dit, mais oui, effectivement, c'est important d'agir sur l'intimidation toujours. C'est toujours une priorité gouvernementale. On met des sous. Et puis, on a rencontré Classcraft, le dirigeant de Classcraft, qui est Sean Young, peut-être que vous le connaissez. C'est un gars de Sherbrooke, un gars il y a 34 ans. C'était un enseignant, c'est un prof de primaire. Puis, à un moment donné, pour gérer sa classe, il a décidé, c'est un gamer, il a commencé par se faire ce que lui appelle un board game, mais qui est quelque chose qui ressemble à Donjons et Dragons. Puis là, il donnait des points dans la classe pour toutes sortes de... C'était fait un système pour que ça allait au-delà de j'ai bien réussi à faire des maths, j'ai réussi à faire du français. Là. Ça lui permettait de gérer vraiment sa classe. Son jeu évolue tranquillement. Finalement, ça devient une plateforme. Ça devient un jeu qui est disponible en ligne. Les jeunes peuvent jouer. On peut se brancher. Aujourd'hui, il est dans 80 pays. Ça fait 3 fois que Sean va à la Maison-Blanche. C'est celui qui avait présenté à la rencontre du clip. Oui, c'est ceux qui étaient à la grande rencontre du clip le 25 octobre l'année passée. Ouais. C'était vraiment bon. Fait qu'on s'assoit avec lui, on dit, écoute, est-ce que tu serais d'accord pour qu'on utilise Classcraft pour intégrer une façon pour les enseignants de gérer leur classe et de gérer l'intimidation. Fait que lui, il a embarqué. Non seulement il a embarqué, mais il a fait partie du comité de suivi. Ce que le clip fait dans le cas d'un projet comme ça, c'est qu'on est le coordonnateur du projet. Là. Donc, il y a quelqu'un, une direction de projet, une directrice de projet en l'occurrence, au clip, qui rencontre les profs. Il y a un comité de suivi avec plusieurs profs de plusieurs écoles, avec Sean Young qui a été là plusieurs fois pour
voir comment on fait pour repérer des situations, comment on fait pour intervenir. Et donc, habituellement, au début d'un processus, on ne sait pas nécessairement qu'est-ce que ça va être l'outil qui va sortir. Il est co-construit. C'est genre des impacts dans les projets de recherche, on doit parler des impacts qu'on va avoir. Si on fait recherche, c'est qu'on ne sait pas où on va. On va dire quel impact il y aura quand même, c'est UBS. Ah ouais. Bon. Donc, ben voilà, le processus se fait et grâce au travail de tous ces gens-là, au bout du compte, dans Classcraft, il y a eu des ajouts qui permettent aux profs d'encourager les comportements prosociaux. Parce que c'est ça qui ressortait vraiment beaucoup. Une des données importantes qui sortait de la science, c'est que réprimer les comportements d'intimidation, ça suffit pas. Ce qu'il faut faire pour faire diminuer l'intimidation dans une population, qu'elle soit petite ou grande, c'est d'encourager les comportements prosociaux. Et quand on développe des comportements prosociaux dans la classe, dans un milieu, n'importe quel milieu, ça peut être au travail, mais on les a après aussi ailleurs. Puis ça, quand on a fait le lancement, c'est un guide aujourd'hui qui est non seulement en papier, mais qui est en ligne avec plein de fiches qui sont détachables, téléchargeables, qui s'adressent aux enseignants, mais à tous les intervenants dans les milieux scolaires. C'est en français et en anglais aussi. Quand on a fait le lancement dans une des écoles qui avait participé au Collège Reine-Marie ici à Montréal, il y a plein de jeunes qui sont venus parler, puis qui ont raconté des histoires. Il y a un des profs qui a raconté une histoire d'une mère qui l'a appelé puis qui a dit « Écoutez, je ne sais pas ce qui s'est passé dans la classe aujourd'hui, je vous le dis, puis j'ai des frissons, mais mon enfant est rentré aujourd'hui de l'école et c'était la première fois que je le voyais me dire que le lendemain, j'ai le goût de pleurer. » Mais je vous jure, ça a l'air fou, mais à la fin, là, quand les jeunes ont arrêté de parler puis racontaient toutes leurs histoires, là, on était plusieurs, là, il y avait des gestionnaires de notre ministère, ça puis on se disait, bon, il fallait qu'ils arrêtent là, parce qu'on allait tous se mettre à pleurer. Ça a eu vraiment, vraiment un impact. Ça, dans ce temps-là, on se dit, job done. C'était un exemple où il n'y avait pas de chercheurs. Il y a eu une revue de littérature qui a été faite. Oui, c'est ça exactement. Il n'y avait pas de chercheurs, mais on s'est quand même appuyé sur la science.